Merci et bienvenue sur Médian pour le décryptage de l'actualité sanitaire sur le continent. Dans ce nouveau numéro d'Hebdo Santé, nous parlons de mutilations génitales féminines qui sont considérées au niveau international comme une violation des droits humains des femmes et des filles, notamment de leur droit à la santé, à la sécurité et à leur intégrité physique, ainsi que de leur droit à la vie lorsque ces pratiques ont des conséquences mortelles. Et nous parlons justement de ces conséquences sur la santé des filles et des femmes qui en sont victimes avec des experts de la question. Docteur Yao Kwadio, comme bonjour. Bonjour. Alors vous êtes gynécologue, obstétricien, spécialiste en chirurgie intime. Chirurgie intime, c'est une nouvelle spécialité? La chirurgie intime, c'est une spécialité qui existe depuis longtemps. D'accord. C'est une chirurgie qui se pratique au niveau de la partie intime de la femme. D'accord. C'est-à-dire au niveau de la vulve, au niveau des lèvres, au niveau du capuchon du clitoris, au niveau du clitoris, au niveau de la région vaginale. Donc il peut y avoir des anomalies à ce niveau-là, des anomalies qui peuvent être naturelles. Des femmes peuvent naître avec des petites lèvres un peu larges. Et là, nous, on a pour rôle d'harmoniser tout ça. D'accord. Et donc, des anomalies peuvent arriver aussi par le fait des personnes, telles que l'excision. Et c'est là qu'intervient donc la chirurgie intime. En tout cas, merci pour l'honneur que vous nous faites, docteur, comme également avec nous sur ce plateau, monsieur Koulibaly Sibiri. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur exécutif de la Fondation Djigui, la Grande Espérance. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter succinctement cette fondation? D'abord, merci pour l'honneur que vous faites à la Fondation Djigui d'être sur le plateau pour décrypter cette actualité qui est une actualité brûlante sur le continent. La Fondation Djigui est une organisation de la société civile et elle travaille essentiellement à la promotion et à la protection des droits des femmes et des filles et également à la protection des enfants de façon générale. Et elle a fait de la question des mutilations génitales féminines un de ses chevaux. Et pour qu'on puisse redonner vie et espoir à cette gente féminine là marginalisée par tout ce qu'on peut considérer comme travers sociaux ou comme principes sociaux établis par les humains. Voilà. Donc on travaille à rendre l'homme digne d'être homme en fait. Bien sûr. En tout cas, donc merci à tous les deux d'avoir accepté de parler donc de ce phénomène qu'est les mutilations génitales féminines. Nous allons commencer par l'état des lieux. Est-ce que cette pratique est encore présente sur le continent africain, particulièrement en Côte d'Ivoire? Si oui, est-ce qu'il y a des chiffres pour étayer cela? Il faut dire que la pratique, elle est présente en Afrique et elle est une pratique également présente dans le monde. Parce que c'est en 1984 que certains gynécologues se sont rendus compte des complications de cette pratique-là sur les femmes. Et une organisation internationale a été mise en place depuis 1984 à l'initiative de Mme Beran de l'Éthiopie, qui est une région à forte prévalence des mutilations génitales féminines, et en association avec certains médecins de l'Afrique de l'Ouest. Il y a eu cette organisation et depuis lors, 28 pays africains sont membres du comité interafricain de lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes affectant la santé de la femme et de l'enfant. Et ces membres-là sont partout. Il y a des bureaux en Europe, en Asie, parce que l'homme se déplace et en se déplaçant, on se déplace souvent avec nos cultures et nos pratiques. Donc ce qui fait qu'une pratique pharaonique, donc une pratique née en Afrique, peut se retrouver sur l'ensemble des continents du fait des mouvements des hommes. Et particulièrement pour la Côte d'Ivoire, nous avons un taux de prévalence nationale aux dernières données du ministère de la Santé, en collaboration également avec le ministère de la Famille et de l'Enfant. Nous sommes à 36,7% de femmes excisées en Côte d'Ivoire avec des disparités régionales, dont notamment le nord-est avec 21%, le nord-ouest avec 70%, l'ouest avec 57%, le centre
nord avec 50%, et puis on a le centre-est autour de 20% et le centre à 13%. Donc une pratique qui sévit également en Côte d'Ivoire, et avec tous les mouvements des peuples, nous allons y revenir bien évidemment. Et cette pratique-là a des conséquences extrêmement difficiles à supporter. Et on en parlera. Voilà. Et on en parlera justement. Alors, quelle est la position de la Côte d'Ivoire par rapport à d'autres pays? C'est vrai qu'on a vu les différentes régions de la Côte d'Ivoire. On a vu qu'il y a des régions où cette pratique est beaucoup prononcée. Quelle est la position de la Côte d'Ivoire par rapport à d'autres pays africains? Bon, je pense que techniquement parlant, la Côte d'Ivoire est très avancée dans la lutte, parce que nous avons aujourd'hui, cette lutte-là, elle est inscrite comme une violation, une pratique néfaste dans la constitution de notre République, en son article 5 qui interdit cette pratique. Donc nous sommes bien avancés dans la lutte pour la promotion de l'abandon de cette pratique, avec les dispositions juridiques également qui ont évolué. Donc la Côte d'Ivoire, on est passé de 48%, entre 48 et 49% en 98 lorsqu'on faisait les États, aujourd'hui en 2023 et 2022 à 36,7%. Donc il y a eu un bond qualitatif par rapport à l'ensemble des activités qui sont menées par l'ensemble des organisations, mais également les partenaires techniques qui accompagnent ces différentes activités-là au niveau de la société civile. D'accord. Alors, je voudrais, avant de passer la parole à Dr Com, demander un peu, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pu déterminer la cause véritable pour laquelle cette pratique est menée? Il faut dire que les causes de la pratique des mutilations génitales féminines, les causes sont multiformes. Et en fonction des régions, les faux causes s'expliquent. Nous avons, par rapport à l'ouest, vous avez l'ouest de la Côte d'Ivoire qui justifie cette pratique-là par le fait culturel. C'est leur culture, ils ont trouvé, donc il y a le phénomène culturel. Quand on interroge les gens du Nord, c'est l'aspect religieux qui revient. Et quand on rentre au niveau du Sud, on a d'autres types de... En tout cas, il y a tout un arsenal de justifications autour de la pratique. Mais nous retenons que cette pratique, elle est condamnée par les Nations Unies d'abord, ensuite par la communauté internationale, classée comme une pratique qui viole les droits de la femme, ensuite comme une pratique aussi qui viole les droits humains. Par conséquent, tous les pays sont habilités à se réviser sur la pratique. Et n'oublions pas que c'est une pratique sociale. Et comme elle est sociale, donc au niveau de la société, le travail au niveau devient un travail de longue haleine pour pouvoir arriver à changer les mentalités sur la pratique. Et par la grâce de Dieu, la Côte d'Ivoire évolue bien et tous les pays même évoluent parce que toutes les actions menées depuis 1984 ont eu des produits, ont eu des résultats probants. Il y a eu des diminutions dans certaines régions et il y a eu des lois dans certaines localités où les lois sont fortes, en tout cas par exemple dans un pays comme le Burkina, la loi sévit. En Côte d'Ivoire, on a eu nos premiers cas d'application de la loi en 2012 avec des condamnations fermes. Au Mali, ils sont en train encore de tâtonner. Au niveau du Bénin, il y a des dispositions. Donc en Afrique, il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises pour contrer cette pratique. Et une autre activité des organisations, c'est de travailler à changer les mentalités sur la pratique. Et tout le monde est impliqué, les professionnels de médias, les jeunes, les femmes, et même les survivants de cette pratique-là commencent à être des agents de sensibilisation. Donc il y a quelque chose qui est fait pour lutter contre cette pratique. Les pratiques. D'accord. Voilà. Alors, je l'ai dit à l'entame de cette émission, les mutilations génitales féminines ont des conséquences qui peuvent même conduire à la mort. Docteur, comme on en parlera dans quelques instants, mais avant, nous allons écouter donc le témoignage de cette survivante. Je dis survivante parce qu'elle a pu survivre donc à cette pratique ignoble. On regarde. Je suis de l'ouest de la Côte d'Ivoire. J'ai été excisée à l'âge de 9 ans. Très petite. Je ne savais pas ce que c'était. Jusqu'à ce que... C'est vrai que ça n'a pas été facile. Je me rappelle, c'est vrai que j'étais petite, mais je me rappelle très bien de la souffrance que j'ai vécue parce que j'ai beaucoup saigné. J'ai beaucoup saigné. Je me rappelle très bien que le village même était venu au dispensaire. Le village, même peut-être tout le village était au dispensaire, croyant que j'allais mourir. Mais Dieu merci, j'ai survécu. Et j'ai fait toute mon enfance au village. Chez nous, au village, dans notre région, c'est la coutume. Hein, c'est la coutume. Toute jeune fille doit être excisée. Même quand on n'a pas été excisée
dès ton jeune âge, quand tu grandis, même si tu connais déjà la sexualité, tu vas être forcément excisé parce que c'est une réjouissance, c'est une fête là-bas chez nous. Donc j'ai grandi au village, c'est en 2002 quand je suis arrivée à Abidjan. Lors de ma première grossesse, vraiment, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Les sages-femmes m'ont pensé que j'allais même mourir. Et je me rappelle que la sage-femme m'a dit que c'est à cause de l'excision que tu as beaucoup souffert, ma fille. Mais bon, comme c'est votre coutume, là, il faut t'habituer. Et petit à petit, j'ai grandi avec ça comme ça. Et j'ai vu une émission sur Canal+, Bonjour Santé, qui parlait de l'espoir qu'on redonnait aux femmes excisées avec un docteur Com. Donc j'ai suivi l'émission et j'ai pris la tâche avec un docteur qui m'a dit ce qu'il fallait faire avant la chirurgie. Et Dieu merci, je suis allée le voir. Franchement, la chirurgie s'est très bien passée. C'est vrai qu'au début, j'avais peur, mais je n'ai rien ressenti, pas de douleur. Même après chirurgie, post-opératoire, pas de douleur. La chirurgie s'est très bien passée. Et aujourd'hui, franchement, avant la chirurgie, je n'étais pas une femme complète. Hein, j'étais dans mon coin complexée. Mais après l'opération, je suis une femme épanouie, une femme à part entière, une femme complète. J'ai toujours la joie. Je suis maintenant naturelle. Je peux crier au fois que je suis une femme. Donc, je demande à mes soeurs qui sont encore dans ce problème-là qu'il y a de l'espoir. Alors, docteur Com, on se rend compte que là, les mutilations génitales féminines ont vraiment des conséquences. Oui, effectivement. Je vous disais tantôt que les mutilations génitales ont des conséquences. Et les conséquences, je les regroupe, je les divise en deux groupes. Il y a les conséquences psychologiques. Et je vous ai dit que ce n'était pas perceptible. Et maintenant, il y a les conséquences physiques. Les conséquences psychologiques, elle l'a bien dit dans son émission. Vous savez, une femme qui a été excisée, elle n'arrive pas à s'intégrer, elle n'arrive pas à rentrer dans le moule de la vie sociale. D'abord, lorsqu'elles sont adolescentes, elles sont étudiantes. Les étudiants, à un moment donné, ils vont sortir. Voilà. Et là, quand elles sortent, vous verrez que cette dame-là, elle se retrace toujours, elle reste toujours dans son coin. Elle n'arrive pas à s'exprimer. Voilà, quand on parle de sexualité, elle reste toujours là. Dès l'instant où elle sait qu'elle n'est pas comme les autres là, c'est fini. Elle est complexée. Elle est très complexée, très gênée. Et sa vie, c'est comme si sa vie s'arrêtait là. Voilà. Maintenant, une fois que cette étape-là est passée, elle est à l'âge adulte, elle doit se marier. Et tous les hommes ne sont pas prêts à accepter une femme qui est excisée. Il y a des femmes qui ont perdu leur foyer à cause de ça. Quand on dépasse cette étape, il y a des femmes qui les acceptent, il y a des hommes qui acceptent ces femmes-là, et au moment de l'accouchement, il y a les problèmes réels qui arrivent maintenant. D'accord. Sur le plan obstétrical, il y a des complications qui arrivent concernant la maman, il y a des complications qui vont arriver concernant l'enfant qui va naître. Et tout ça du fait de l'excision qu'elle a subie. Du fait de l'excision qu'elle a subie. Elle va passer tout son temps à avoir une vie à part. Elle ne s'intégrera jamais. Et maintenant, sur le plan obstétrical, là, je le disais tantôt, quand elle va accoucher, la vulve qui est devenue un peu sclérose, elle va saigner facilement. L'enfant, s'il réussit à naître normalement, comme la vulve est un peu restreinte, l'enfant va avoir des frottements durs et souvent des souffrances fétales, quelquefois qui vont se terminer par une césarienne. Donc, avec l'excision, le taux de césarienne a tendance à augmenter. D'accord. Pour éviter que la femme saigne, on pratique la césarienne. Quelquefois, l'enfant même n'arrive même pas à sortir. Lorsqu'on prend par exemple le type 3 qu'on appelle l'infibulation, où après avoir amputé une partie du clitoris, on referme les grandes lèvres pour ne même pas qu'il y ait pénétration, activité sexuelle. Pour ne même pas qu'il y ait pénétration. Vous voyez là, la principale conséquence de ce type-là, c'est que le flux menstruel n'arrive pas à sortir et les urines vont sortir goutte à goutte. Et lorsqu'il y a du sang, c'est un milieu de culture. Donc, elle sera sujette aux complications, aux infections à répétition, ce qui peut l'emmener très loin. Et malheureusement, il y a des femmes qui meurent dans cette
situation-là. D'accord. Donc les conséquences peuvent être mortelles. Les conséquences sont mortelles. Ça, c'est les conséquences, je dirais, à long terme. Sinon, dans l'immédiat, lorsqu'on fait l'excision, elle l'a si bien dit, il y a le problème immédiat du saignement. Elle peut mourir à cause du saignement. À moyen terme, c'est le problème d'infection. Parce qu'elle a si bien dit, l'excision se passe au village, pas dans un environnement stérile. En général, c'est une vieille douche qui est derrière la maison, ou alors ils vont dans la broussaille avec les jeunes filles. Il y a un risque d'infection à moyen terme. Et l'infection peut entraîner la mort de la dame. Et dans son cas, elle dit qu'elle a beaucoup saigné. Elle a beaucoup saigné, donc c'est vraiment une survivante. Voilà, une survivante. Il y a un premier aspect, la douleur, parce que ça ne se fait pas sous anesthésie. Il y a une forte douleur qui est là, et elle va garder ça en mémoire. À tel point même que sur sa vie conjugale, les premiers moments, quand elle va croiser un homme là, elle a cette douleur-là. Elle s'est dit, avec l'homme, j'aurai toujours mal. Et donc, tous ces éléments-là contribuent à l'isoler même des pratiques. Il y a un repli sur soi, justement. Un repli sur soi. Et dans vos luttes, vous le constatez sur le terrain, M. Sibiri. Oui, effectivement. Des femmes généralement qui sont repliées sur elles. Qui sont repliées, et nous avons des psychologues, et après les séances de sensibilisation, elles nous approchent pour dire ah, vraiment je souffre de ceci, je souffre de cela, et de conseils, on les oriente. Après, écoute bien évidemment auprès de Dr Com. Depuis pratiquement 2015-2016, nous travaillons ensemble, et des cas de sensibilisation révélés, on les oriente et on les refait, et après il y a un suivi qui est fait. Et je voulais en tout cas au nom de la fondation, si vous permettez, de remercier Dr Com pour toutes ces femmes qu'il a eu à sauver de notre part. Donc pour la question, c'est fondamental. Il faut qu'il y ait une réparation. Elles ont été victimes d'une situation dont elles n'ont pas créé les éléments. Donc c'est un construit social qu'il faut déconstruire pour que la femme redevienne ce qu'elle est. Donc aujourd'hui le combat c'est quoi? C'est d'informer le maximum de femmes qui ont suivi l'excision, de sorte à ce qu'il y ait... voilà, on les appelle, bientôt nous allons lancer une grande opération de réparation, ou en tout cas on va réparer, on va de reconstruction de la vie intime de ces femmes-là, et on va sillonner la Côte d'Ivoire pour qu'on ait beaucoup, on sait qu'elles sont là, elles sont très très figées, mais à travers la sensibilisation, elles pourront avoir une nouvelle vie intime. D'accord, justement c'est essentiellement le traitement, la reconstruction, donc c'est essentiellement le traitement de ces mutilations génitales féminines. Est-ce que, oui docteur? Oui, je voulais souligner quelque chose. Vous savez, la grande campagne qui est faite, elle est faite pour mettre fin à la mutilation génitale féminine. Toutes les campagnes sont faites dans ce sens-là. Mais les femmes qui ont déjà été excisées, il n'y a pratiquement rien qui est fait pour ces femmes-là. Et donc, c'est cette... Vous savez, je vais souligner quelque chose. Les femmes qui sont excisées, c'est un monde à part. C'est un monde à part. Comment ça? Comment vous expliquez cela? C'est un monde à part parce que c'est des femmes qui sont un peu isolées. Elles se sont isolées elles-mêmes. Elles n'arrivent pas à expliquer ce qu'elles ont. Voilà. Et il faut rentrer dans leur intimité pour pouvoir comprendre réellement ce qu'elles vivent. Et donc, lorsqu'on fait la campagne, on dit il ne faut plus faire l'excision, il ne faut pas faire ceci. Elles se disent, mais nous qui avons déjà été excisés, qu'est-ce qu'il y a pour nous? Donc la solution qui reste, c'est... La solution qui reste à celles qui veulent se faire opérer, voilà, c'est la chirurgie de reconstruction du clitoris. Je signale également que la chirurgie de reconstruction, ce n'est pas une solution miracle. Moi, je me dis, il faut faire la sensibilisation. Mais au-delà, il y a des femmes qui, sans chirurgie, ont leur orgasme. Voilà, elles ont leur orgasme. Il ne faut pas oublier ça. Mais pour la plupart, elles n'ont pas d'orgasme et elles n'ont pas de solution. Et c'est la chirurgie de reconstruction du clitoris qui est la solution pour les mettre. Il y a des avancées à ce niveau-là, au niveau de la chirurgie de reconstruction. Il y a des avancées, c'est bon? Oui, ça se passe très bien. D'accord, Dieu ça se passe très bien. Depuis 2014 que je pratique cette chirurgie, voilà, ça se passe très bien. Vous pouvez avoir 100, 200 témoignages. Et après la chirurgie, est-ce qu'on n'a plus, la femme ne souffre plus, elle n'a plus de douleur lors de l'accouchement, elle ne saigne plus? Après la chirurgie, il y a des femmes que j'ai opérées qui ont accouché après tranquillement. Oui, parce que
La chirurgie permet d'éliminer les cicatrices de l'excision. Parce que la cicatrice, l'exciseuse, elle n'a aucune notion médicale, donc elle coupe. Et la chirurgie permet d'enlever les vieilles peaux qui sont là et de refaire quelque chose de plus propre. Et à l'issue de ça, elles peuvent faire leur accouchement normal, que ce soit bien suivi, c'est tout. Sinon, la chirurgie règle une grande partie de leurs problèmes. D'accord, la chirurgie reste la solution pour l'instant, mais je veux dire que le véritable challenge, c'est de sensibiliser pour qu'il n'y ait plus d'excision, monsieur Sibiri. Alors, oui, il faut à ce niveau-là. À ce niveau, nous, on est dans un programme qu'on peut appeler DDR, qui est de désarmer d'abord. Il faut sensibiliser pour désarmer les exciseuses. Mais ça fait bien des années maintenant que vous désarmez, vous n'avez pas... Non, la sensibilisation, c'est pour désarmer les exciseuses et puis décourager les familles qui prennent les enfants pour les faire exciser. Donc il y a ce désarmement-là qu'il faut faire. Mais je veux dire, au fur et à mesure que vous les désarmez, est-ce qu'elles se réarment Bon, c'est tout ça aussi, parce que pour bien désarmer, il y a le dispositif juridique de l'État de Côte d'Ivoire et dans certains pays également. Il y a le dispositif juridique qui accompagne la campagne de sensibilisation pour le désarmement. Et à côté de ça, il y a une démobilisation. La démobilisation, c'est des campagnes qui sont faites en direction des familles ou des chefs de famille ou des chefs de communauté ou certains dignitaires religieux et tenants et garants des traditions pour ne pas envoyer cette nouvelle génération d'enfants vers cette pratique. Donc il y a cette campagne de démobilisation. Et la reconstruction, c'est ce que le docteur vient de dire, celles qui ont été déjà victimes, eux qui ont survécu à cette situation, qui sont complexés, il faut leur donner une nouvelle vie. Donc c'est pourquoi on dit désarmement, on peut même aller plus loin, démobilisation, désarmement, reconstruction. Voilà, reconstruction pour les victimes, désarmement pour les exciseux, il faut qu'ils acceptent. Et pendant nos campagnes de sensibilisation, il y a certains exciseux également qui laissent les armes et qui se transforment en agents de sensibilisation. Elles font des déclarations publiques pour dire bon. Et quand vous les suivez, elles abandonnent carrément. Pour toujours. Pour toujours, parce qu'il y a des engagements qui sont signés dans la communauté. Sur nos théâtres d'opération, on signe des engagements qu'on appelle la déclaration publique d'abandon. Et ces femmes-là exciseuses et les exciseuses participent à ces activités. Donc elles viennent, elles émargent effectivement pour dire je renonce à exciser. Donc les cérémonies de présentation de ces résultats, les cérémonies sont faites avec la communauté. Et quand on prend publiquement un engagement, on crée toujours ce que nous on appelle dans notre jargon les CPD. C'est-à-dire que les cadres permanents de dialogue et les cadres permanents de concertation pour voir qu'on a fini de faire cette opération et comment le suivi se fait dans la communauté, parce que en tant que structure, nous venons dans la communauté, on travaille, mais il faut responsabiliser cette communauté-là à prendre en main et en charge également l'abandon, le processus d'abandon définitif des mutilations dans les communautés. Alors, éliminer complètement les mutilations génitales féminines d'ici à 2030, selon le programme des Nations Unies, dans son objectif 5, vous pensez que c'est possible? Bon, en fait, on prend tolérance zéro d'ici 2030, nous y croyons, nous travaillons à cela et je pense qu'on va arriver un jour. D'accord. Alors, quel est le message, docteur Com, qu'on retient au terme donc de cette émission pour toutes ces femmes qui nous regardent, qui ont perdu carrément espoir parce qu'elles ont été victimes d'excision, ou alors pour ces personnes qui ont des parents qui souffrent de ces pratiques? Mais le message, c'est qu'elles ne perdent pas espoir. Il y a une nouvelle vie qui les attend avec la reconstruction du clitoris. Voilà. Avant, il n'y en avait pas, mais depuis un certain temps, cette technique-là existe. Elle est bien pratiquée et nous la maîtrisons très bien. Et donc, en association avec la Fondation Djigui, nous allons travailler pour qu'elles retrouvent leur nouvelle vie, à l'image de celle qui a témoigné tout à l'heure. D'accord. Donc les femmes ne doivent plus rester à souffrir en silence. Non, c'est fini ça. Les douleurs... Ça c'est du passé. Ça c'est du passé. Qu'elles prennent contact avec la Fondation Djigui et ensemble, nous allons leur redonner leur second souffle. J'ai envie de vous demander, cette chirurgie de reconstruction, ça coûte combien? Moi je pense que ce n'est pas une affaire de prix.
c'est surtout une affaire qui doit être une affaire nationale. Dans certains pays de la sous-région, on donne les moyens et nous travaillons. Et j'ai toujours soutenu cette formule-là. S'il y a une possibilité de donner les moyens, nous sommes prêts à travailler. Je l'ai déjà dit sur d'autres plateaux. Donc, je pense qu'il faut œuvrer dans ce sens-là. On peut compter donc sur la Fondation Djigui et le comité interafricain pour donc mobiliser les moyens pour qu'on puisse sauver le maximum de femmes. Oui, c'est ce qui ressort également de la Déclaration des Nations Unies, de la résolution des Nations Unies en ce qui concerne l'intensification de l'action mondiale en vue de l'élimination des MGF. Il faut que les États s'impliquent. Et la Côte d'Ivoire, on a affiché déjà une volonté politique qui a affiché avec la déclaration du président de la République, qui en a fait une priorité. C'est pourquoi c'est inscrit dans la Constitution de la Côte d'Ivoire en son article 5 que c'est une violation des droits de la femme. Ensuite, il y a un dispositif qui est mis en place par l'ensemble des organisations qui travaillent sur la thématique. Nous avons une coalition et la prochaine étape, c'est de faire un plaidoyer. Nous allons nous organiser pour faire un plaidoyer auprès de l'État de Côte d'Ivoire pour que la reconstruction soit gratuite pour ces femmes-là. Parce que si ce n'est pas gratuit, le plateau technique, c'est pour les médecins. Nous allons sensibiliser, mais quand le médecin dit que ça fait 600 000, ça fait 700 000, la victime, elle est découragée. Mais si l'État par derrière, comme certains pays où l'État subventionne la réparation, c'est parce que l'État subventionne qu'on ne coupe plus. Bien sûr. Donc, en ce moment-là, nous allons travailler avec le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, pour que ce plaidoyer-là porte et qu'on arrive à la tolérance zéro en Côte d'Ivoire avec une bonne partie de la prise en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Et on souhaite aussi pour l'Afrique et le monde. Vivement qu'on y parvienne. Merci à vous, M. Koulibaly Sibiri. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de la Fondation Djigui, La Grande Espérance. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à vous, Dr Yao Kwadjo, comme vous êtes gynécologue obstétricien et spécialiste en chirurgie intime. Merci en tout cas à tous les deux pour toutes ces informations. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à l'équipe qui l'a réalisé, à vous qui l'avez suivi. À très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.